Bah écoute, on va dire que tu nous la ramènes. On met des gâteaux dessus. On met des gâteaux. Tu vires les gâteaux. On vire les gâteaux. Oui, pas loin. Tu vires les gâteaux. On va leur dire que tu nous la ramènes. Tout le monde qui la ramène. Il n'y a rien de cette part-là. Tu peux demander là. Hein? Elle est où? Elle était là tout à l'heure. La chambre, elle est là-dedans. Elle est regarde. Ça veut déjà porter un peu. On va demander une chaise un peu pour le donc tu sais ce que tu vas faire, tu vas te mettre là, le dos rond, on va mettre des gâteaux. Les gens qui sont là. Oui. Les enfants, les Derrière. Voilà. On va le mettre par là. À droite. les autres derrière. Avec l'histoire du père de Pantagruel, et pour montrer que c'est bien le père, le livre doit être un vieux livre. Donc il utilise, on dit la vieille langue, non, c'est pas de la vieille langue. Le gargantua est écrit en mimant le français avant la période moderne de 1532. Donc il rajoute des déclinaisons que plus personne n'utilise, et la preuve que c'est un vieux livre, c'est que le début des lignes a été mangé par les rats. Et dans cette histoire de guerre, vous savez, de guerre mondiale qui se développe, c'est pour ça que pour nous, l'attachement à la devinière, à cette espèce d'ovale, de bassin acoustique comme ça de ce lit, c'est pas du tout joué. Une fois, Alain Lecomte m'a fait une trahison monstre. Il m'a emmené manger chez les ennemis. À Lernay. Vous vous rendez compte? Alors d'accord, c'est un jeune couple très sympa qui a racheté une vieille école et qui fait un super resto dans la cantine et tout. Mais moi, ce gars, je lui en veux. Il m'a fait trahir. Et un moment de cette guerre fabuleux, c'est quand cette guerre part de ce lit et devient mondiale. Les voix détroussées comparurent devant Picrocole, les ducs de Menouaille, comte Spadassin et capitaine Merdaille, et lui disent: Sire, aujourd'hui, nous vous rendrons le plus heureux, le plus chevaleureux prince qui, que fut depuis la mort de Alexandre Macédon. Le moyen en est-elle? Vous laisserez ici quelques capitaines en garnison avec une petite bande de gens pour garder la place, laquelle nous semble assez forte. Tant par nature que par les remparts, et à votre intention, votre armée partirait en deux, comme trop mieux l'entendez. Divisé en deux, ça va. Là, l'une ira rouer sur ce grand gousier, et ses gens, Paricelle sera de prime abordé, facilement déconfit. Là, recouvrerait argent à tas. L'autre partie, pendant ce temps, tirant vers Aunis, Saintonge, Angoumois, Gascogne, ensemble, Périgord, Médoc, Hélan, sans résistance prendront ville, château, forteresse à Bayonne, et Saint-Jean-de-Luz à Fontarabie,
saisirez toutes les naux et, côtoyant vers Galice et Portugal, pillerez les lieux maritimes jusqu'à Lisbonne, où aurait renfort de tout équipage requis un conquérant. Encore mieux, Espagne se rendra. Ce sont que de Modouré. Passez par les Trois de Sicile, là érigerez 2 colonnes plus magnifiques que celles de Hercule, à perpétuelle mémoire de votre nom, et sera nommé Cestuy des Trois, la mer Picrocoline. Passez la mer Picrocoline, voici Barberousse, qui se rend esclave, et hop l'Algérie. Je dis Picrocole, je le prendrai à merci. Voyez, dirent-ils, pourvu qu'il se fasse baptiser. Et opignerait les royaumes de Tunis, de Ypres, hardiment, toute barbarie. En repensant à tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. Allez, passant outre, retiendrez en votre main Majorque, Sardaigne, Corsique et autres îles de la mer Linguistique et Baléares, et côtoyant à gauche, dominerez la Gaule narbonique, Provence, L'Aubrège, Gênes, Florence, Luc, et adieu, à Rome. Le pauvre monsieur du pape meurt déjà de peur. Par ma foi, dit Picrocole, je lui baiserai pas sa pantoufle. Enfin, prise à Italie, voilà Naples, Calabre, Apule, les Siciles, tout un sac et Malte avec. Je voudrais bien que les plaisants chevaliers jadis rodiens vous résistassent pour voir de leur urine. Je irai, dit Picrocole, volontiers à Lorette. Rien, dirent-ils, ce sera au retour. De là prendront Candie, Chypre, Rhodes, les îles Cyclades, donneront sur la Morée, nous maintenant, Sainte régnant, Dieu garde Jérusalem, car le Soudan n'est pas comparable à votre puissance. Je ferai donc rebâtir le temple de Salomon. Non, pas encore. Attendez un peu, soyez pas tant soudain à vos entreprises. Savez-vous ce que disait Octave Auguste? Festina lente. Il vous convient premièrement avoir l'Asie mineure, Carie, Lycie, Pamphylie, Cilicie, Lydie, Phrygie, Mysie, Béthune, Charasie, Satalis, Samarajaï, Katsamena, Louga, Savasta, jusqu'à l'Euphrate. Et voirons-nous les Picrocoles, Babylone et le mont Sinaï. Ils ne dirent pas besoin pour cette heure. C'est pas assez d'avoir tracassé, d'avoir outrepassé les monts Caspiens, avoir transfété la mer Irtane, chevauché les 2 Arménies et les 3 Arabies. Par ma foi, dit-il, nous sommes affolés. Ah, pauvres gens. Quoi, dirent-ils? Et que boirons-nous par ces déserts? Et nous avons déjà donné ordre à tout. Par la mer Syrias, vous avez 9014 grands naufs chargés des meilleurs vins du monde. Elles arrivèrent à Jaffa. Là, vous trouverez 2200 000 chameaux, 1600 éléphants, lesquels avaient pris à une chasse environ 6 gilmes lorsque entrât en Libye. Et d'abondant, toute la caravane de la Mecque. Ne vous fournirent-ils pas de vin à suffisance? Voire mais, dit-il, nous ne bûmes point frais. Ah, dirent-ils, par la vertu non pas d'un petit poisson, un preux, un conquérant, un prétendant et aspirant à l'empire univers, on ne peut pas toujours avoir ses aises. Dieu soit loué, vous êtes vous qui êtes venus entre vous et vos gens saufs et entiers jusqu'au fleuve du Tigre. Mais dit-il, que fait pendant ce temps la part de notre armée qui déconfie ce vilain humeux grand gousier? Il ne chôme point, disent-ils, nous les rencontrerons tantôt. Il vous en prie, Bretagne, Normandie, Flandre, Hainaut, Brabant, Hainaut, Hollande, Célande, ils ont passé le Rhin, par-dessus le ventre des Suèdes et Lansquenet, et par d'entre eux ont dompté Luxembourg, et Lorraine et la Champagne et Savoie, jusqu'à Lyon, auquel lieu on trouvait des garnisons retournant des conquêtes navales de la mer Méditerranée, se sont réassemblés en Bohême après avoir mis à sac Souabe, Württemberg, Bavière, Autriche, Moravie, Styrie, puis on donnait fièrement ensemble sur Lübeck, Norvège, Suède, Riche-Dal, Gothique, Kangaronland, les Estrelins, jusqu'à la mer glaciale, et de fait contentèrent les îles Orcades, et subjuguèrent Écosse, et Angleterre, et Irlande. De là, naviguant par la mer fabuleuse, et par les Sarmates, ont vaincu et dominé Prussie, et Polonie, et Lituanie, Russie, et Valachie, et Transylvanie, et Hongrie, et Bulgarie, et Turquie, elles sont à Constantinople. Allons-nous, dit Picrocole, rendre à eux le plus tôt, car je veux être aussi empereur de Trébizonde. Et ne tuerons-nous pas tous ces chiens turcs mahométistes? Donc voilà, c'est la petite histoire, mais c'est intéressant également dans ces petites histoires de voir comment un territoire, comment nous, voilà, composons la relation avec cet auteur-là. Et la statuaire publique au XIXe siècle va aussi avoir une dimension de révélation par rapport à l'auteur. C'est-à-dire que le positionnement également des statues
Voilà, on va avoir parfois des statues qui vont tourner le dos à leur ville supposée accueillante. On va en avoir d'autres qui, au contraire, vont faire que l'auteur sera installé face à la ville. Par exemple, Joachim du Bellay, à Ancenis, tourne le dos à la ville d'Ancenis. Il regarde l'Iré, il a raison en même temps, il regarde la Loire, c'est très bien, mais à Chinon, Rabelais regarde la ville. Il ne regarde pas le fleuve, il ne regarde pas la rive gauche, la Vienne. Il est sur la rive droite. Voilà. Donc ce sont des histoires qui peuvent sembler modestes, mais qui en même temps sont aussi un cheminement de réflexion que nous avons par rapport à l'auteur. Et cette évolution au XIXe siècle de la perception de Rabelais, elle va tenir beaucoup, je dirais, à l'illustration de ses œuvres qui vont populariser l'auteur, et puis à l'invention par Abel Lefranc, notamment des études rabelaisiennes à la fin du XIXe siècle, en 1903 exactement, pour les études qui vont déclencher une volonté de connaître et de reconnaître Rabelais, de décortiquer l'œuvre de Rabelais, de la rendre perceptible. Alors aujourd'hui c'est réalisable. La valeur d'une salade avec ceci. À la fois arrière contre. Alors il dénonce véritablement, il va dénoncer
tout ce que la terre porte de calomniateurs, comme ils les appellent, d'abuseurs, d'avaleurs de frimas. Donc, pêle-mêle, vous allez avoir l'abus des pèlerinages, vous allez avoir les romipètes, donc les adorateurs de cette cour de Rome, associés plus aux prébendes ou aux honneurs que véritablement à la foi. Vous allez avoir les moines, ces moines qui abusent de leur fonction et qui se dissimulent derrière une fausse, révélation. Vous allez avoir également les sorbonagres. Alors les sorbonagres, ce sont les sorbonicoles, sorborans, donc tous ces noms de théologiens de la Sorbonne qui sont là véritablement comme autant de contrôleurs de la pensée et censeurs. Et Rabelais se verra censuré constamment par cette Sorbonne, et notamment en 1543, où toutes les œuvres de Rabelais seront condamnées immédiatement pour obscénité, en sachant que ces sorbonagres condamnent l'obscénité, mais pour éviter de condamner le véritable message de Rabelais, à savoir leur propre intempérance, inconsistance et manque de vaillance. Donc, non, mais ça veut dire que... Ouais,